pense que c'est un secret pour personne que je suis un homme de droite, du sionisme religieux, avec des grands points communs idéologiques avec que ce soit avec Netanyahou, avec le Likoud ou avec une bonne partie des partis d'opposition, ce qui, je pense, a mené à cette campagne. Il y a eu une réelle campagne d'essayer de m'attirer dans l'opposition et de faire tomber ainsi la coalition. Nous avons le plaisir de retrouver notre ami Yom Tov Khalfon, maître Yom Tov Khalfon. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel. Député Yamina et très sur la sellette au cours des derniers jours. On vous a vu beaucoup sur les écrans des chaînes de télévision israéliennes autour du vote sur le budget de l'État et en particulier autour d'une rencontre que vous avez eue avec Binyamin Netanyahou qui a tenté de faire pression, comme il a l'habitude de le faire et comme il sait le faire depuis de nombreuses années sur certains députés. Il a essayé de vous convaincre de rejoindre les rangs de l'opposition et de faire chuter le gouvernement. D'abord, première question, vous étiez impressionné d'être en tête-à-tête avec Binyamin Netanyahou ? Impressionné, pas forcément. C'est quelqu'un pour qui j'ai un grand respect, qui a donné une grande partie de sa vie à l'État d'Israël. Je lui ai d'ailleurs fait savoir que j'avais évidemment beaucoup de respect pour lui, beaucoup de respect pour ce qu'il a fait pour ce pays. Alors oui, évidemment, je suis un jeune député, il est le vieux lion de la politique israélienne, donc il y a un écart énorme entre les deux personnages. Mais la conversation s'est plutôt bien passée. Alors bien passé, ça veut dire quoi ? Parce que qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a essayé de vous convaincre de quitter les rangs de la coalition, de quitter Yamina. Il vous a fait miroiter des postes alléchants, comme peut-être des postes de ministre, un Shiriun, ce que l'on appelle une place garantie dans la prochaine liste électorale du Likoud. Oui, je vais pas rentrer dans tous les détails des conversations que j'ai eues avec lui, avec d'autres députés du Likoud et d'autres personnages. Bon, de toute façon, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte quand on est en dehors de la Knesset. La Knesset, tout le monde parle avec tout le monde et il y a une coalition, il y a une opposition, mais après tout, nous sommes tous des élus qui essayons d'agir pour le Ham Israël, avec évidemment des points communs idéologiques. Je pense que c'est un secret pour personne que je suis un homme de droite, du sionisme religieux, avec des grands points communs idéologiques avec que ce soit avec Netanyahou, avec le Likoud ou avec une bonne partie des partis d'opposition, ce qui, je pense, a mené à cette campagne. Il y a eu une réelle campagne d'essayer de m'attirer dans l'opposition et de faire tomber ainsi la coalition. Sauf qu'il faut dire aussi chose dans la pratique, c'est quelque chose qui ne pouvait pas arriver. C'est-à-dire que, étant élu par la loi norvégienne, il n'avait pas besoin c'est-à-dire que ma voix n'était pas celle qui pouvait, oui ou non, faire tomber le budget. C'est-à-dire, si vous aviez décidé de vous retirer, Ayelet Shaked aurait automatiquement repris son mandat, c'est cela ? Ayelet Shaked ou Matan Kahana ou le système de la loi norvégienne, donc cela aurait rien changé. À part ça, le budget en réalité n'est pas passé à une voix près, puisque une partie des députés de la liste arabe unie, par exemple, sont pas venus au vote. Ouais. Donc contrairement à ce qu'on aurait pu penser, il ne manquait pas une voix, et donc dans la pratique, ça m'a un petit peu étonné d'ailleurs, cette campagne autour de moi. C'est une campagne qui n'a pas été forcément facile pour moi, puisque j'ai reçu aussi évidemment des appels de rabbinim, de très grands rabbinim pour qui j'ai un respect énorme, qui me disent que, vous savez, l'avenir de la droite ou l'avenir du Ham Israël est sur mes épaules, etc. C'est quelque chose qui est pas forcément agréable à vivre pour quelqu'un qui est de droite et pour quelqu'un qui a un amour énorme pour le Ham Israël, qu'on me dise que c'est sur mes épaules. Ce n'était pas en réalité sur mes épaules, mais ça ne m'a pas empêché évidemment de mener des conversations avec des gens avec qui, encore une fois, personnellement, j'ai un grand respect pour Netanyahou, même si j'ai aussi des différends idéologiques avec lui, et c'était sur ça la conversation que j'ai menée avec lui, sur son parcours politique, puisque lui, sa grande critique était envers moi, envers Yamina, envers Bennett. Vous avez enfreint vos promesses électorales, vous êtes des gens de droite qui allaient avec la gauche, etc. Et je lui ai fait remarquer que lui, durant sa carrière politique, aussi bien pendant son premier mandat en 96, où il avait annoncé ne pas rencontrer Arafat avant les élections, en fin de compte, il l'a rencontré, il lui a donné la ville de Hebron et 13% de la Judée-Samarie. Je lui ai rappelé son vote, où Netanyahou a voté pour le démantèlement du Gush Katif dans les votes à la Knesset. Il n'a démissionné que quelques jours avant que le démantèlement était en cours. C'est-à-dire que lorsqu'on pouvait plus arrêter cela, il avait décidé de démissionner après avoir voté à tous les votes
pour la réalisation de ce plan de démantèlement, donc ce qu'on appelle la Hitnatkout. Par la suite aussi, lorsqu'il est revenu aux affaires en 2009, il a gelé les implantations en Judée-Samarie. C'est la seule fois où elles ont été gelées dans l'histoire depuis 67. C'était sous Netanyahou. Alors évidemment, il avait les pressions d'Obama. Évidemment, il a aussi des circonstances atténuantes, mais c'est-à-dire que lui aussi, durant sa carrière politique, bien qu'étant élu avec les voix de la droite, a très souvent pris des décisions qui sont plutôt des décisions qui ne correspondent pas à l'idéologie de la droite. Il a fait lui aussi des coalitions avec Ehud Barak, avec Tzipi Livni, donc avec la gauche, même l'extrême gauche. Nissan Koren, par exemple, il y a encore pas si longtemps, qui est vraiment quelqu'un d'extrême gauche. Donc, ce que je lui ai fait remarquer, je lui ai dit, ce que tu, en fait, reproches à Naftali Bennett, c'est un peu ce que tu as fait toi aussi à plusieurs reprises dans ta carrière politique. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Alors, lui, il a essayé d'expliquer que ses circonstances à lui étaient différentes et que ça ne ressemblait pas à ce qui se passe aujourd'hui. Moi, ce que je lui ai rappelé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas entendu un Naftali Bennett se prononcer pour un État palestinien. Je n'ai pas vu un Naftali Bennett geler les implantations en Judée-Samarie. Au contraire, il construit plus de 3000 unités de logement. Alors, certes, il y a un gouvernement avec Meretz et Ram que, évidemment, c'est difficile, surtout pour quelqu'un comme moi, c'est très difficile cette constellation, mais c'est-à-dire que je lui ai un peu mis en miroir ce qu'il avait lui-même expliqué par le passé, qu'il avait voté le démantèlement du Gush Katif pour pouvoir faire des réformes économiques. Il était ministre des Finances à l'époque. Il a fait des réformes qui ont changé l'économie israélienne et jusqu'à aujourd'hui qui ont été de très bonnes réformes. Et je lui ai dit, toi-même, tu as fait le choix entre sauver les 8600 habitants juifs du Gush Katif ou faire tes réformes économiques. Tu as mis les réformes économiques avant. On peut dire aussi que Naftali Bennett a préféré sauver le pays d'une 5e élection et du blocage politique qu'on a depuis 2 ans, au prix de faire une coalition avec des éléments qui sont très loin de son idéologie et en remettant en cause ses promesses électorales. C'est un peu cela que je lui ai expliqué. Alors, Amichai Attali, dans le Yediot de ce matin, je viens de le citer dans la revue de la presse, affirme que Binyamin Netanyahou, vous auriez dit le sionisme religieux a un grand cœur mais un petit cerveau. C'est vrai ? Il a cité son père, c'est pas lui qui a dit ça, apparemment c'était une phrase de son père, il a cité son père, mais je crois pas qu'il a cité ça pour essayer de porter atteinte de me porter atteinte ou de porter atteinte au sionisme religieux. C'était plus pour argumenter le fait que lui peut-être voit les choses de manière plus large et que nous dans le sionisme religieux qui sommes très idéologiques, très attachés à la terre d'Israël, voyons peut-être les choses un peu en perspective un peu serrée, et que lui qui a un grand, et c'est vrai, c'est un homme extrêmement intelligent, il a peut-être, il comprend les choses mieux que nous. Il n'y a pas un instant, Yom Tov Kalfon, au cours de cette semaine on va dire dramatique et cruciale, où vous avez peut-être été tenté, vous qui êtes un homme de droite, vous le dites, vous le répétez, par le fait de dire bien finalement peut-être que effectivement un gouvernement de droite avec Binyamin Netanyahou, retour à la case départ, et puis c'est peut-être une solution, c'est peut-être une option. Ça ne vous a pas effleuré du tout? Si cette option existait, peut-être que ça m'aurait tenté, mais j'ai quand même la tête sur les épaules et je suis, je crois, à ce niveau-là, je connais assez bien les détails de la vie politique israélienne pour savoir que cette option n'existait pas. Il n'y a pas de si un gouvernement de droite était possible, il aurait été créé déjà en mai dernier ou en mars dernier, lorsque Naftali Bennett a donné ses 7 mandats à Binyamin Netanyahou pour créer un gouvernement de droite. Donc on a déjà été dans ce scénario. Il n'y a pas de gouvernement de droite possible, malheureusement, de mon point de vue. Donc la question était alors évidemment c'est alléchant lorsqu'on vous dit on vous garantit un avenir au Likoud sur deux cadences, c'est-à-dire que d'être quasiment assuré d'être député pendant les 8 prochaines années au Likoud, on vous promet un poste de ministre, on vous promet tout ce que vous voulez, plus ou moins. Alors surtout lorsque j'entends les critiques, les gens qui me disent que je suis rentré à la Knesset par la norvégienne pour des raisons d'opportunisme ou pour des raisons de carrière, lorsqu'on a ça en face, alors on pourrait se poser la question où se trouve l'opportunisme et le carriérisme. Mais en réalité, je vous dis la vérité, il faut être conscient de la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas d'autre option à part une 5e élection, et même comme je l'ai dit, le budget n'aurait pas mené à une 5e élection, puisque le budget serait passé de toutes les façons. Moi, ce qui était important pour moi, Daniel, c'est de faire ce que je continue de faire au quotidien. En parallèle de toutes ces pressions que j'ai reçues, et même peut-être de manifestations qui ont eu lieu en bas de chez moi, et tout un tas d'insultes qu'on voit ici et là, moi, j'ai rencontré la semaine dernière 4-5 ministres, avec le ministre des Télécommunications. J'ai agi pour aider à relier les habitants de Judée-Samarie aux antennes, parce qu'ils n'ont pas de réseau sur les routes là-bas. Je me suis assis avec le bureau du Premier ministre
et avec la ministre de l'intégration sur un plan d'intégration que nous menons pour les Olim francophones. Je me suis assis avec le ministre de la Culture, Philippe Tropper, qui m'a demandé quels sont les projets culturels qu'on peut développer pour les Olim francophones. Je me suis assis avec le CRIF que j'ai reçu à la Knesset et avec Binyamin Orgen dont l'épouse a été assassinée pour parler du financement terroriste de l'autorité palestinienne par la France, en réalité par l'Union européenne. Voilà ce que je fais au quotidien. J'essaye d'agir pour l'homme Israël, j'essaie d'agir pour les Olim, j'essaie d'agir pour la terre d'Israël, et ça c'est du concret. Des promesses qui vont mener à rien sauf à faire encore de la politique politicienne. Alors, ça sert à rien. Alors, on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe à l'heure actuelle au sein de votre parti, du parti Yamina, ce petit parti qui a, on va dire, qui compte 6 députés aujourd'hui, très concrètement, qui compte 6 députés et qui fait du bruit comme s'il en comptait une trentaine. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un des députés de Yamina, se fasse remarquer par ses déclarations. Je parle de Idit Silman avec ses déclarations sur son attaque dans une station d'essence. Je parle de Shirley Pinto qui a assez considérablement insulté Amichai Shikli en le traitant de virus. Vous avez été remis dans le droit chemin hier par le Premier ministre Naftali Bennett, d'après ce que disent les médias ce matin. Vous avez même reçu un atelier d'urgence de la part du porte-parole de Bennett pour savoir ce qu'on pouvait dire et ce qu'on ne pouvait pas dire dans les médias israéliens. Non, il n'y a pas eu d'atelier d'urgence. Là, évidemment, nous avons tous les lundis notre réunion hebdomadaire du parti. Évidemment que le sujet a été évoqué puisqu'il déferle la chronique. Encore une fois, quand on est ce qu'on appelle un Mifleget Shilton, on est un parti au pouvoir. En réalité, on est le parti du Premier ministre. On est évidemment bien plus exposé. Si vous remarquez bien, on a certes 6 mandats, mais les 30 mandats du Likoud et j'ai envie de dire les 53 mandats de l'opposition s'attaque essentiellement aux 6 députés d'Yamina. C'est-à-dire que c'est un jeu dans la vie politique. Vous pouvez être un petit parti, mais si vous êtes le parti au pouvoir, alors vous êtes le plus attaqué. Et je vous invite à comparer les attaques qui sont proférées contre Bennett et contre Yamina aux autres partis. Il y a rien de commun. Vous ne pensez pas que c'est le résultat de ces sondages qui donnent Yamina véritablement au seuil d'éligibilité, avec des possibilités d'explosion aux prochaines élections. Idit Silman, on a parlé d'elle comme étant potentiellement en train de regarder du côté de Yesh Atid. C'est-à-dire, est-ce que finalement il y a ce paradoxe d'un parti qui est au pouvoir, comme vous le dites, et qui de l'autre côté dans les sondages ne passe pas le seuil d'éligibilité et risque de disparaître de la vie politique aussi? Premièrement, les sondages, il y a un sondage, oui, comme vous avez raison, et qui je crois a été aussi publié peut-être aussi lié à ces attaques de l'opposition. Un autre sondage de la 13e chaîne, qui est une chaîne très sérieuse, je crois, a donné 6 mandats à Yamina, c'est-à-dire que plus ou moins ce que nous avons aujourd'hui. Mais encore une fois, les sondages, ça va dans tous les sens, et nous sommes parfaitement conscients qu'il y a une réelle campagne de propagande qui est menée par le Likoud, par Netanyahou, par l'opposition, essentiellement contre nous. Vous savez, si vous êtes attaqué quotidiennement, on vous traite de soutien au terrorisme, on vous traîne dans la boue, évidemment que vous n'allez pas grimper dans les sondages. Alors, ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on appelle en hébreu du horer ruach et horer nishima, c'est-à-dire regarder le long terme, travailler, c'est ce qu'on fait essentiellement, travailler pour les Israéliens. On a fait passer un budget. On a fait depuis le mars 2018, il n'y avait pas eu un vote de budget à la Knesset. Donc enfin, il y a un budget, les ministères vont pouvoir travailler. Grâce à ce budget, par exemple, les handicapés, le 28 novembre, vont recevoir une allocation handicapée augmentée. C'est un combat qu'ils ont mené pendant des années. Grâce à ce budget, on va pouvoir faire passer la réforme des importations. Vous savez, en Israël, jusqu'à présent, pour vendre un produit, il fallait lui faire passer une homologation, alors que le produit était déjà homologué normes européenne ou américaine. Okay. Et nous avons annulé ça pour des centaines de produits et c'est censé faire baisser les prix, par exemple, les prix des poussettes pour les enfants, les prix des cosmétiques, les prix de tout un tas de produits au supermarché qui vont baisser. C'est des réformes qu'on attendait depuis longtemps. Il y a une réforme du logement qui est menée par Ayelet Shaked et par Zeev Elkin, qui est censée révolutionner l'offre au niveau des appartements et de faire baisser ou en tout cas au moins stabiliser les prix du logement qui ont énormément augmenté ces dernières années. Tout un tas de réformes que je crois le peuple attend et c'est sur ça
c'est sur cela que les gens vont nous juger, sur ce que nous avons fait, ce que je fais moi par exemple pour Léolim, et notamment pour Léolim francophone, ce que je fais pour les habitants des implantations, ce qu'on en fait au quotidien en réalité. On aura l'occasion. Je crois qu'on va aux élections pas en fonction de ce que donnent les sondages, mais en jugeant l'action et le bilan de nos élus. Et voilà. Je pense que le jour où il y aura des élections, c'est ce que j'appellerais au peuple israélien de faire, juger sur les résultats, juger sur les actes et pas sur ce que l'on vous raconte. Eh bien, Maître Yom Tov Khalfon, député Yamina, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita. Bonne journée, à bientôt.